Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo, donc je vous demande d'être indulgent. Ce que j'aimerais faire, c'est vous parler de plusieurs personnalités du 7e art qui ont connu des destins funestes. Parce que j'aime bien ça, c'est bizarre de dire ça. Non, parce que j'aime bien tout ce qui se rapproche au cinéma, aux idoles aussi. Donc j'aimerais vous partager plusieurs portraits de muses qui ont pas réussi à continuer sur la même lignée, qui ont connu des destins un peu tragiques. Donc, voilà de dire donc mais je vais vous parler d'Estella Blin, qui était quand même très belle et qui a quand même fait quelques petites pépites, moi je trouve. Donc j'ai mes notes là, donc c'est normal si je lis. Enfin, elles sont devant mes yeux. Donc Estella Blin, elle est née en tant que Micheline Estrola, le 30 mars 1930, il me semble, c'est ça. Donc elle est dans une origine assez modeste. Elle a grandi à Montmartre. Donc c'est pas une enfance très très heureuse. C'est une enfance qui l'a fait souffrir. Et elle est partie assez vite avec sa petite valise pour réaliser son rêve, qui était de faire du cinéma, du théâtre. Elle a fait des cours d'art dramatique chez René Simon. Et elle a débuté sur les planches en 1953 dans L'énigme de la chauve-souris, avec un tout jeune acteur, qui est Michel Piccoli, qui n'avait pas à l'époque la notoriété qu'il a eu ensuite. La même année, donc en 1953, elle est remarquée par Hervé Brondberger dans Les Fruits sauvages, qui est son premier film. Moi je trouve qu'elle est très belle dans ce film, c'est peut-être la seule raison de voir le film. Ce qu'il faut aussi spécifier, c'est qu'elle s'y montre brune, qui n'est pas sa couleur, qui est sa couleur d'origine, parce que par la suite elle se peroxyde les cheveux, elle se décolore pour être blonde, pour suivre avec les stéréotypes de l'époque pour une actrice. En 1953, elle se marie aussi avec Gérard Blin, qui était à l'époque le James Dean français, c'est comme ça qu'on l'appelait. Mais ça dure pas très très longtemps, hein, parce qu'en 1956, donc 3 ans après, il divorce. Et lui, il se remariera en 1957 avec Bernadette Lafont. Donc à l'époque, il n'était pas l'acteur qui avait joué pour Julien Duvivier dans Voici le temps des assassins, ou pour Claude Chabrol dans Les Cousins ou Le Beau Serge. Mais bon, voilà. Revenons à Estella. Ça tarde à se concrétiser pour elle. Attendez, je reprends les notes. Ça tarde à se concrétiser pour Estella. Elle fait quand même Tant qu'il y aura des femmes d'Edmond Grévy en 1955, donc 2 ans après Les Fruits sauvages. Mais c'est un rôle assez secondaire puisqu'elle se contente de recevoir les confidences d'Evelyn Kerr, qui était sa partenaire d'ailleurs dans Les Fruits sauvages. Elle a aussi fait Les collégiennes. Donc ça c'est un peu culte parce que c'est un des premiers films de Catherine Deneuve. Il y a aussi Sophie Daumier dans le film. Donc elle se contente de jouer un second rôle, celui d'une élève aigrie qui est vraisemblablement, peut-être, je ne sais pas, amoureuse de... Ça laisse supposer qu'elle est amoureuse d'une de ses camarades de classe. En 1957, ça s'arrange un petit peu, parce que Hervé Brondberger offre de nouveau un rôle à Estella, qui est le premier rôle féminin dans La Bonne Tisane. Donc c'est avec Bertrand Blier, et c'est celui d'une infirmière. Elle est très belle dedans, comme dans tous ses films en fait. C'est celui d'une infirmière qui est
harcelée un peu sexuellement par son patron. Donc moi je sais pas trop si ça passerait à notre époque un film comme ça. Je sais pas, vu l'époque, je ne sais pas si ça passerait. Mais bon. Et c'est la révélation vraiment pour Estella en 1958 dans Le Fauve et Lâché. Donc elle partage quand même l'affiche avec Lino Ventura. L'année d'après, en 1959, elle fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Des femmes disparaissent d'Edouard Molinaro. Donc c'est avec un tout jeune Robert Hossein qu'elle partage l'affiche. Et elle est belle comme tout dans ce film, elle est vraiment belle. Elle se fait enlever, séquestrer, et Robert Hossein finit par la sauver. La même année, elle contracte un second mariage avec Michel Bonjean, de qui elle aura un fils en 1959, qui s'appelle Michel, comme son mari. Elle s'est exportée ensuite à l'étranger, sûrement parce que les propositions étaient plus intéressantes, ou je sais pas. Donc moi j'ai retenu surtout un film qu'elle a fait. C'est un film de Jess Franco, c'est un cinéaste de série B connu dans ce domaine. C'est le cinéaste aux 185 films, on a coutume de dire. Donc elle joue pour lui dans Le Diabolique Docteur Z en 1966. Donc dans ce film, elle joue une menthe religieuse, aussi efficace que démoniaque. Et son seul objectif, c'est de zigouiller les savants qui se sont moqués des travaux de son savant, le savant qui a créé la menthe religieuse qu'elle est dans le film. Mais on retiendra, enfin moi je trouve qu'il faut retenir, la même année, en 1966, sa participation au 3e opus de la saga Angélique, donc Angélique et le roi, où elle joue la marquise de Montespan, qui est la rivale d'Angélique, jouée par la belle Michel Mercier. Donc son personnage y voit d'un très très mauvais œil le rapprochement d'Angélique avec le roi. Car la marquise de Montespan était la favorite du roi, la courtisane favorite du roi. Et donc elle partage l'affiche sans pour autant, je pense, avoir de scène avec... elle partage l'affiche avec Jean Rochefort et Sami Frey, mais elle n'a pas forcément de scène avec... commune avec ses acteurs. Moi je trouve que c'est intéressant parce que dans le film elle est très très belle, peut-être aussi belle que Michel Mercier, mais elle n'est pas la star. Et son personnage aussi, il est... vous voyez, il y a Michel Mercier qui joue Angélique et il y a Estella Blin qui joue la marquise de Montespan et qui est battue à plat de couture par Angélique. Angélique écrase son personnage, écrase Estella Blin. C'est-à-dire que dans le film, son rôle est plutôt petit, et alors qu'elle était peut-être aussi belle. Donc ce que je dis, ça veut peut-être rien dire, mais je me comprends. Sa dernière contribution au 7e art, c'était pour un film de Michel Deville qui s'appelle Le Mouton Enragé. Donc ça, c'est un tout petit rôle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. On la voit pas énormément. Vraiment, dans ce film, c'est un micro-rôle. Elle joue le rôle d'une starlette. Et dans ce film, il y a aussi Romy Schneider, Jane Birkin et Jean-Louis Trintignant, lui, qui est le rôle masculin principal. Donc à partir de 1973, elle travaille plus vraiment. Les cinéastes ne s'intéressent plus à elle. C'est pas la fin, mais presque, de sa carrière, parce qu'après elle a fait du théâtre, il me semble. Et donc elle a pris une mauvaise habitude qui est celle de prendre des médicaments, des antidépresseurs. Mais néanmoins, on la verra
une dernière production, dans un dernier film pour la télévision, qui est L'Oiseau Bleu, c'est ça, diffusé en 1981. Donc elle a sûrement été dégoûtée de ce métier, dans lequel elle n'évoluait pas vraiment, elle n'évoluait pas. Et aussi, elle a connu plusieurs échecs amoureux qui sûrement l'ont poussée à mettre fin à ses jours le 1er janvier 1982. Elle avait 51 ou 52 ans, je ne sais pas plus. Et c'était une semaine après son ultime passage à la télévision avec le film Les Oiseaux Bleus. Donc moi je sais pas comment on peut expliquer ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas eu le succès qu'elle aurait pu avoir, Estella Blin. Elle est sûrement pas en adéquation avec son époque. Elle est sûrement pas arrivée au bon moment. Elle est arrivée et peu après, il y a Brigitte Bardot qui a démodé toutes les autres blondes d'un coup avec Et Dieu crée la femme. Donc Estella Blin, elle n'a pas su, ou elle n'a pas pu réellement s'imposer. Et ensuite le temps a passé, elle continue à faire des films, mais d'autres idoles sont apparues, d'autres idoles qui ont hanté les fantasmes du public, comme Romy Schneider, Mireille d'Arc. Et donc même si Estella Blin était toujours belle, toujours obstinée sur les chemins de la gloire, elle n'a pas pu s'imposer et elle n'a pas bénéficié du succès qu'elle aurait pu obtenir d'elle-même, de sa beauté, de son charisme aussi, de sa voix. Voilà. Enfin, pour finir, je vais vous évoquer sa discographie, car elle a fait quelques chansons. Moi, je retiens surtout la chanson Solitude, qui est sûrement autobiographique, qui est très triste, très, très belle. Et il y a aussi Hurle le vent que j'aime beaucoup. C'est sûrement autobiographique. Elle avait une très belle voix et ses textes étaient bien écrits. Donc le succès aurait pu être au rendez-vous, mais dans le fond, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui crée une idole, qu'est-ce qui crée une star. C'est peut-être la chance ou autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Je sais pas s'ils sont bleus ou verts, bref, vous savez. Mesquine. Mais voilà, je reviendrai peut-être avec une prochaine vidéo. Donc voilà.